Imaginez un peu. Xiamen, en Chine, 1954. La ville est bombardée, mais un jeune étudiant en maths, il a 21 ans, Shen Jingrun, lui, il est plongé dans un problème vieux de presque 300 ans. Une question qui obsède encore les mathématiciens aujourd'hui. Et cette question, c'est la fameuse conjecture de Goldbach. Alors l'énoncé est presque enfantin, hein. Est-ce que tout nombre pair, plus grand que 2, peut s'écrire comme la somme de deux nombres premiers? C'est simple à dire. Oui, hyper simple. Mais ça résiste aux plus grands esprits depuis tout ce temps. Il y a même eu un prix, 1 million de dollars, proposé en 2000 pour sa résolution. Impressionnant. Alors, aujourd'hui, on va essayer de plonger un peu dans cette énigme fascinante. Pour commencer, d'où ça vient exactement? Qui a posé cette question en premier? Alors, ça nous ramène à Christian Goldbach. C'était un mathématicien prussien début du XVIIIe siècle. Un érudit qui voyageait pas mal, il a rencontré les grands noms de l'époque, Leibniz, les Bernoulli, même Newton. Ah oui, du beau monde. Voilà. Et en 1742, il écrit une lettre à un autre géant des maths, Léonard Euler. Et il lui pose une question qui est en fait un peu différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et c'est Euler qui a, disons, reformulé ça pour arriver à la conjecture actuelle. Exactement. Euler, il a fait une distinction très importante. Il y a ce qu'on appelle la conjecture faible. Hmm. Tout nombre impair plus grand que 5 est la somme de trois nombres premiers. Mhm. Et puis il y a la forte, celle dont on parle, en gros celle de Goldbach. Tout nombre pair plus grand que 2 est la somme de deux nombres premiers. Et ce qui est intéressant, c'est que si la forte est vraie, la faible l'est aussi, logique. Et Euler, lui, il était persuadé que c'était vrai. Il a même écrit quelque chose comme « Je considère ça comme un théorème tout à fait certain, même si je ne peux pas le prouver. C'est fou cette certitude. » Et c'est vrai que quand on essaye, ça marche tout le temps. On prend 6, bon, c'est 3 plus 3. Oui. Pour 10, on a 5 plus 5, ou alors 7 plus 3. Voilà. Pour 42, j'ai vu qu'il y avait 37 plus 5, mais aussi 29 plus 13, 23 plus 19. On a l'impression qu'il y a de plus en plus de façons de faire quand le nombre grandit. Il y a même une image, la comète de Goldbach, qui montre ça, non? Tout à fait, cette espèce de nuage de points qui s'élargit, ça illustre bien cette idée. Plus le nombre pair est grand, plus il semble avoir de paires de nombres premiers qui fonctionnent. Et ça, est-ce que c'est juste une impression ou est-ce qu'on a pu le quantifier un peu? Eh bien oui, cette intuition a été formalisée. En 1923, deux mathématiciens britanniques, Hardy et Littlewood, ont proposé une estimation. En se basant sur la façon dont les nombres premiers sont répartis, leur formule suggère que le nombre de façons de décomposer un grand nombre pair n en somme de deux premiers augmente avec n. En gros, comme n divisé par le carré de son logarithme. Ah oui, quand même. C'est précis. C'est une indication très très forte, mais attention, ça reste une estimation, une heuristique. Ce n'est pas une preuve mathématique au sens strict. D'accord, je vois. Donc on a cette forte intuition, des exemples qui marchent, une estimation qui va dans le bon sens. Mais la preuve formelle, où en est-on? Est-ce que la version faible, celle d'Euler avec trois nombres premiers, elle, a été prouvée? Oui, et ça c'est une belle histoire. La conjecture faible, elle est résolue. Complètement. Le grand pas, ça a été fait par un mathématicien russe, Ivan Vinogradov, en 1937. Vinogradov, d'accord. Il a utilisé une technique assez sophistiquée, la méthode du cercle, développée d'ailleurs par Hardy et Littlewood, avec Ramanujan aussi. C'est une méthode qui, en gros, transforme le problème en analyse complexe. Et avec ça, Vinogradov a prouvé que la conjecture faible était vraie pour tous les nombres impairs suffisamment grands. Ah, le fameux suffisamment grand. Ça laisse un flou, non? Ça voulait dire quoi à l'époque, suffisamment grand? Un nombre avec combien de chiffres? Oh là, un nombre absolument gigantesque, bien au-delà de ce qu'on pouvait vérifier à la main ou même avec les premiers ordinateurs. On parlait d'une limite genre 10 puissance plusieurs millions, iningérable en pratique. Carrément. Et alors, comment on a comblé l'écart? C'est là qu'intervient Harald Elfegot, beaucoup plus récemment, en 2013. Il a fait un travail énorme. D'un côté, il a amélioré la théorie pour faire descendre cette limite théorique à quelque chose de plus, de toujours énorme, mais moins astronomique, autour de 10 puissance 27. 10 puissance 27, ok. Et de l'autre côté, il a utilisé la puissance de calcul moderne pour vérifier tous les cas en dessous de cette nouvelle limite. Donc, en combinant la théorie affinée et les calculs massifs, il a couvert tous les nombres impairs supérieurs à 5. Victoire pour la conjecture faible d'une. Incroyable. Donc après presque 3 siècles, la faible est tombée. Mais alors, la forte,
celle avec juste 2 nombres premiers pour les paires. Pourquoi est-ce qu'elle résiste encore? Qu'est-ce qui coince? C'est là que le bas de blesse, comme on dit. La méthode du cercle, elle marche beaucoup moins bien pour 2 nombres premiers. C'est plus rigide. Avec 3 termes, il y a plus de flexibilité, plus de combinaisons. Ça aide l'analyse mathématique. Avec seulement 2, c'est beaucoup plus dur. D'accord. Et qui serait approché le plus près alors? C'est là qu'on retrouve notre étudiant du début, Shen Jingrun. Ah, Shen, retour Axiamène. Mhm. Qu'est-ce qu'il a réussi à prouver, lui? Alors lui, son histoire est assez incroyable. Il a travaillé dessus dans les années 60-70, en pleine révolution culturelle en Chine, des conditions très difficiles, persécuté, obligé de faire du travail manuel, mais il a continué ses recherches en secret. Waouh! Et en 1973, il publie un résultat qui est considéré comme majeur. Il prouve que tout nombre pair, suffisamment grand, encore ce terme, est la somme d'un nombre premier et d'un nombre qu'on appelle semi-premier. Un semi-premier, c'est-à-dire? Un semi-premier, c'est soit un nombre premier lui-même, soit le produit de 2 nombres premiers. Par exemple, 9, c'est 3 fois 3, c'est un semi-premier. 15, 3 fois 5, aussi. Donc Shen prouve P plus P ou P plus fois, en quelque sorte. C'est terriblement proche de P plus P, mais ce n'est pas encore ça. C'est fou d'être arrivé si près dans ces conditions. Quelle persévérance, hein! Et donc, aujourd'hui, même avec ce résultat de Shen et les ordinateurs surpuissants, on n'a toujours pas la preuve complète pour la conjecture forte. Toujours pas. On a beau avoir testé, hein. Les ordinateurs ont vérifié la conjecture jusqu'à des nombres ahurissants. On parle de 4 quintillions. C'est 4 suivis de 18 zéros. 18 zéros? Et on n'a trouvé aucun contre-exemple. Pas un seul nombre pair qui ne puisse pas s'écrire comme somme de 2 premiers. Mais bon, en maths, vérifier des milliards de cas, ça ne prouve rien. Il pourrait y avoir un contre-exemple bien plus loin. Donc on est là, une affirmation qui alerte vrai, qui marche pour tous les nombres qu'on a pu tester, dont une version simplifiée et prouvée. Mais le cœur du problème, P plus P pour tous les pairs, reste un mystère. Il faudrait sans doute une approche complètement différente, une nouvelle idée. Exactement. La conjecture forte de Goldbach reste l'une des plus grandes énigmes ouvertes des mathématiques. Si simple à énoncer, si diaboliquement difficile à prouver. La faible a fini par céder, mais la forte, elle, tient bon. Et ça pose une question intéressante qui a été soulevée dans notre source. Au fond, pourquoi on s'acharne comme ça sur un problème qui, a priori, n'a pas d'application pratique directe? Oui, c'est une bonne question. Peut-être que l'intérêt n'est pas dans l'utilité immédiate, mais dans la beauté du défi, dans la passion de comprendre juste pour comprendre. Comme le disait la réflexion, on ne sait jamais quelle nouvelle porte ça peut ouvrir en maths, quelles nouvelles idées peuvent émerger de cette lutte. C'est souvent comme ça que la science avance, en fait, en suivant la curiosité, ce qui nous fascine. Peut-être que c'est ça, la meilleure boussole pour faire des découvertes importantes, même si on ne voit pas tout de suite à quoi elles serviront. Une belle pensée pour conclure cette exploration.